On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonjour. Afrique Magazine qui fait sa une ce mois-ci sur le Soft Power Africa. C'est 15 pays du continent qui se positionnent comme des influenceurs incontournables. On verra la une dans un instant. Et puis Gauthier Ribinski face à vous, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Gauthier. Et ça suffit amplement. Vous n'avez pas de une à nous présenter. Vous allez en tout cas débattre ensemble des deux sujets du jour. D'abord, ces secrétaires à la défense russe et américain qui se parlent au lendemain du crash du drone envoyé par les États-Unis au-dessus de la mer Noire. Moscou veut récupérer l'épave, tout comme Washington. Et puis il est l'homme accusé par beaucoup de maintenir un voile opaque sur les dérives financières du Liban, le blocage aussi des avoirs de nombre de Libanais. Le gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salamé, devrait être entendu demain par des juges. L'audition prévue aujourd'hui a dû être reportée en l'absence du principal intéressé. On en parle tout de suite, on va plus loin. Et on a eu très chaud hier lorsqu'un drone américain s'est abîmé en mer Noire. Washington accusant Moscou d'avoir abattu l'appareil. La Russie nie être à l'origine du crash, mais admet néanmoins avoir intercepté le drone qui volait, d'après elle, dans la zone de la péninsule de Crimée, un territoire ukrainien annexé par Moscou depuis 2014. Léo Péchard. Et Léo Péchard tout de suite. Sujet de Léo Péchard que nous attendons. Incident qui renforce les tensions. Les États-Unis l'assurent, ils ont perdu un drone comme celui-ci au-dessus de la mer Noire. 2 avions de chasse russes sont mis en cause. L'un d'eux aurait notamment coupé l'hélice de l'engin, provoquant sa chute. Cet incident démontre un manque de compétences, en plus d'être dangereux et non professionnel. Les avions américains et alliés continueront à opérer dans l'espace aérien international. Et nous appelons les Russes à se comporter de manière professionnelle et sûre. De son côté, le Kremlin reconnaît qu'un drone américain a été identifié dans cette zone, mais nie toute utilisation d'armes. Le drone se serait échoué en mer après une manœuvre brutale de sa part, selon la version russe. Washington a sommé l'ambassadeur russe aux États-Unis de s'expliquer. Nous ne voulons aucune confrontation entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Nous sommes en faveur de relations pragmatiques dans l'intérêt des peuples américains et russes. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine qu'un accrochage direct intervient entre des appareils russes et américains. Mais Moscou et Washington semblent chercher la désescalade à l'heure actuelle. Sauf que depuis, l'heure n'est plus vraiment à l'apaisement. Les deux pays disent vouloir récupérer l'épave. Les Américains, en tout cas eux, sont déterminés à ne pas laisser la Russie mettre la main sur leur drone. Mathieu Mabin, vous qui êtes à Washington pour France 24. Oui, j'ai envie de dire que typiquement, on est là dans un concours de muscles et de communication diplomatique, si vous me pardonnez l'expression. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le drone Reaper n'a plus finalement de valeur pour personne. À peine la carcasse de l'appareil incarne-t-elle une perte sèche financière pour l'US Air Force. Mais quoi qu'en dise le Pentagone, ou pire encore quelques observateurs partisans, il n'est pas juste de dire que l'appareil contient des données confidentielles. L'enjeu n'est clairement pas là. Des données secrètes ou encore moins stratégiques que les Américains voudraient protéger à tout prix et qui pourraient intéresser les Russes. Des drones MQ-9 sillonnent la mer Noire en permanence et avec un maillage extrêmement serré, particulièrement depuis 1 an, vous l'imaginez, mais il y en avait déjà dans cette région depuis 2014. On le sait, les Américains possèdent des bases dans la région, il n'est donc pas une découverte pour Moscou que les Américains observent ce secteur. Maintenant, pour ce qui est du contenu du drone, là non plus, on ne peut pas considérer qu'il ait une valeur particulière, ou en tout cas pas une valeur rare. Les Russes savent ce que les Américains observent, et même s'il est vrai que le Reaper peut contenir des informations à caractère tactique sur les positions ukrainiennes, par exemple, dans le type de conflit qui se déroule au nord de la mer Noire, au nord de la zone du crash, là encore, les Russes n'apprendraient pas grand-chose, et je vous passe les détails sur les dispositifs d'autodestruction des données qui équipent le drone Reaper MQ-9, etc. Non, ce que les Américains veulent éviter, c'est tout simplement la diffusion des images d'une carcasse, d'un appareil de l'US Air Force, avec de belles étoiles américaines, entre les mains des Russes, ce qui, dans la guerre de communication que se livrent les deux pays, serait du plus mauvais effet, comme vous l'imaginez. Et dans le même esprit, puisque Moscou, de son côté, ne redoute pas particulièrement l'escalade, puisque le Kremlin considère que toutes les limites ont déjà été franchies, je cite, ou presque, la récupération de l'épave serait pour
pour Moscou, encore une fois, un pied de nez diplomatique et l'occasion de satisfaire l'opinion russe, ce qui, vous en conviendrez, a un peu manqué à Vladimir Poutine au cours de l'année écoulée, en tout cas. Ouais, si la Russie cherchait à récupérer cette épave, Gauthier Rybinski, ça pourrait déclencher une confrontation ? Écoutez, moi je crois que dans ce que vient de dire Mathieu Mabin, il y a beaucoup de sagesse. On est en train d'être victime de nos propres représentations symboliques. La question aujourd'hui, c'était de savoir, est-ce que c'est bien la première fois qu'il y a une confrontation entre Américains et Russes dans cette affaire ? Mais l'affaire, elle est déjà bien malheureusement avancée pour qu'il y ait déjà une confrontation. Ne tenons pas cet incident aussi révélateur qu'il soit, on pourra en parler. Il révèle un certain nombre de choses sur la pratique des Russes, sur effectivement ce que disait Mathieu à l'instant, sur les observations américaines, très bien. Mais ne disons pas que cet incident est un cran de plus, alors qu'on est au sol déjà en train d'assister à quelque chose qui est effectivement une guerre, qui est effectivement un affrontement dans la mesure où les États-Unis, en toute connaissance de cause et au vu et au su de tous, livrent des armes à l'Ukraine. Et donc, si vous voulez, il y a, me semble-t-il, une forme peut-être d'excitation mal placée dans le fait de décrire cet événement comme étant majeur ou comme en annonçant d'autres, alors qu'au fond, on oublie que le plus dur aujourd'hui que Bakhmout, quand vous voyez par exemple les images et les photos de Bakhmout, eh bien ça ressemble à ce qu'ont été certains quartiers de Berlin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça parle plus à mon avis, et ça trahit plus, et ça traduit plus l'existence d'une guerre réelle avec une implication occidentale et les Américains que l'incident dont nous parlons. Ziad Limam, vous pensez, vous, qu'il y a un risque effectivement que cette affaire dégénère ? On a cru hier un apaisement, ça semble un peu moins le cas aujourd'hui. Oui, mais bon, ça c'est le jeu entre deux puissances qui sont, comme dit Gauthier, en guerre indirecte sur le terrain. Après, tout en étant tout à fait d'accord avec Gauthier, je mettrais 2-3 petites touches de nuance. La première, c'est que c'est quand même, quand c'est touche-touche, c'est pas la même chose quand ils sont en contact. C'est pas la même chose que quand ils sont entre forces ukrainiennes interposées. Et il y a quand même la question de savoir qui a descendu ce drone. Est-ce qu'il a été descendu sur les zones internationales, les eaux internationales ? Est-ce que le drone aurait pris le risque de rentrer un tout petit peu en territoire aérien dit russe, voilà, entre guillemets, à cause de la Crimée ? Donc on voit bien quand même que ça touche à des enjeux assez majeurs et que cette espèce de course effectivement un petit peu pathétique pour les uns et pour les autres pour récupérer le drone, il y a quand même aussi des enjeux symboliques. Donc voilà, et puis ça permet aussi de se rendre compte que cette guerre se joue sur le terrain, mais elle se joue aussi dans les airs, elle se joue avec les drones, elle se joue probablement avec des AWACS qui doivent être au-dessus du territoire de l'OTAN, qui doivent essayer d'écouter à peu près tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Donc il y a aussi toute cette extraordinaire, stupéfiante logistique de renseignement, d'espionnage qui est en place. Et pour les Russes, le fait que des drones puissent effectivement être en mer Noire, ça veut dire qu'on écoute ou qu'on regarde à peu près tout ce qu'ils font sur le front du Donbass jusqu'en Crimée. Donc c'est pas anecdotique. Après, je suis assez d'accord, par rapport à la réalité de cette guerre, on est dans l'affrontement. Ceci dit, l'ambassadeur russe fait une déclaration de paix et de fraternité assez surprenante. Il y a quand même un coup de fil entre le patron du Pentagone et le patron de l'armée russe, le ministre de la Défense, ce qui n'était pas arrivé, je crois, depuis plusieurs mois. Donc on sent aussi qu'on ne voudrait pas que quelque chose, finalement, de secondaire ne dégénère en quelque chose de primaire et de majeur. Donc il y a une question d'apaiser, d'éteindre, quitte à quand même jouer le coup de qui récupère l'épave. C'est pour ça que je disais à l'instant, méfions-nous, nous, de notre propre emphase, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension symbolique énorme, et notamment dans le fait que les Russes considèrent que l'espace de la mer Noire est à eux. Alors justement, cette question, Mathieu Mabin, d'après Moscou, l'appareil a violé la zone du régime provisoire d'utilisation de l'espace aérien établi pour mener cette opération spéciale en Ukraine. On est pourtant bien dans un espace international, non ?
Oui, au regard du droit international, il n'y a pas beaucoup de doute sur le sujet. À moins d'une grosse surprise ou à moins que le Pentagone ait menti sur la position réelle du Reaper, ce qui n'est pas crédible au regard de la corrélation que nous avons pu faire entre les propos du Pentagone au cours de l'année écoulée et la situation réelle sur le terrain, y compris lorsqu'il s'agissait de faire des prédictions. C'est d'ailleurs l'un des enseignements de cette guerre. Les agences de renseignement américaines, quand on est ici à Washington devant le Pentagone, on a l'impression qu'elles ont brutalement muté en agence de communication jusqu'à transformer les messages secrets défense en véritable communiqué de presse lorsqu'il fallait notamment annoncer les mouvements de l'armée russe au matin de cette guerre, immédiatement après ou avant le 24 février dernier. Et donc, non, pour répondre directement à votre question, Moscou n'a strictement aucun droit sur la carcasse du drone. En tout cas, c'est ce qu'affirment ici les généraux du Pentagone. Et même si effectivement, Vladimir Poutine l'a démontré à plusieurs reprises, il considère que la mer Noire tout entière est le terrain de chasse de Moscou, il n'y a probablement que la Corée du Nord aujourd'hui qui pourrait confirmer l'acte de propriété. Il s'agit bien d'eau internationale et dans le contexte d'ailleurs, on n'imagine pas l'US Air Force prendre le risque de survoler un territoire légalement russe au risque de perdre un appareil et d'offrir justement l'opportunité qui visiblement fait l'objet d'un match au moins diplomatique entre Moscou et Washington au moment où nous parlons. Gauthier, Moscou d'Ivoire dans le déploiement de ces appareils, une preuve justement de l'implication directe de Washington dans ce conflit. Alors on peut effectivement s'interroger, que font ces drones en mer Noire? Est-ce que ce n'est pas tout de même le signe d'une implication, malgré tout, des États-Unis? Mais il y en a beaucoup. Alors, si on veut vraiment prendre le problème par le début, c'est que les États-Unis disposent à l'échelon mondial d'une kyrielle de base, et y compris dans ce domaine-là, dans cette région-là, qui permet effectivement d'opérer quoi? Là, on peut raisonnablement penser qu'il s'agit évidemment d'observations, mais comme le disait Mathieu, les Russes savent cela très bien, d'observations qui peuvent servir aux Ukrainiens, puisqu'on a vu à nombreuses reprises que les Ukrainiens, même en état d'infériorité matérielle, arrivaient à tirer leur épingle du jeu parce que justement ils avaient des informations très précises. Mais si vous prenez ce qui nous occupe aussi en ce moment, qui nous préoccupe, c'est-à-dire les manœuvres en mer de Chine, vous avez aussi quantité de drones et il y a quasiment chaque jour des interceptions de ce type-là. Alors, qui ne conduisent pas forcément à la destruction, parce que là, le drone, c'est un engin qui est inhabité, alors qu'un avion, il y a un pilote dedans. Mais c'est pas pour banaliser la chose, c'est simplement pour vous dire que, au fond, quand on lance ce type d'opération, et Ziad avait raison tout à l'heure de dire que les Russes n'avaient pas forcément envie que ça se développe et que ça devienne quelque chose d'irrespirable. Mais en même temps, c'est un ballon d'essai, ce genre d'affaires. Parce qu'on voit comment les opinions publiques réagissent, comment d'autres États réagissent, comment, justement, on essaye ou non de calmer la chose. C'est vrai que c'est quelque chose qui relève à la fois du sentiment de supériorité russe. On sait très bien, par exemple, que les avions, que les jets russes qui survolent parfois une partie du territoire suédois ou finlandais flirtent aussi avec des opérations risquées. Mais c'est quelque chose, là aussi, qui relève probablement de la volonté de tester et à moindre frais, si j'ose dire. Alors, bien sûr, symboliquement, c'est très fort. Deux appareils qui se cognent, qui entrent en collision entre les deux pays, bien sûr que c'est très fort. Mais encore une fois, je crois que, si vous voulez, je prends un exemple. Les Turcs avaient abattu aussi un avion de chasse russe, parce qu'il y avait une volonté aussi de montrer ce dont on était capable, et de dire on ne va pas se laisser faire par une sorte d'impérialisme russe. Depuis, les marges et les frontières ont bien changé. Mais ça faisait partie aussi de ce genre de démonstration. Ziad, vous pensez, vous, que les Américains, il est naturel que ils fassent des opérations de reconnaissance dans cette région-là, compte tenu de la situation actuelle? Ils sont totalement impliqués. Ils sont tellement impliqués que, comme disait votre correspondant, Mathieu Mabin, il donne les secrets avant même que ça circule. Et on se rappelle, au début de la guerre, c'est parce qu'ils avaient suffisamment d'éléments sur le plan d'attaque de l'opération spéciale qui devait durer quelques jours, que cette opération spéciale qui devait durer quelques jours dure depuis plusieurs mois. C'est parce qu'ils avaient l'information et qu'ils l'ont donnée aux Ukrainiens. Donc ils sont totalement engagés dans cette guerre informationnelle. Et ils nous sont utiles. Non, mais dans la guerre, si vous n'avez pas le renseignement, vous n'avez rien. Et je comprends le malaise, je comprends l'embarras russe, que la définition de la mer Noire, encore une fois, c'est essentiel, parce que
en mer Noire, vous êtes à quelques kilomètres du théâtre de la guerre. Et donc, vous pouvez avoir des informations. Les Reapers sont des machines extraordinaires. C'est des petits bijoux de sophistication. Donc, après, moi, il y a un truc qui me perturbe un peu, c'est que je ne vois pas comment un MiG, mais bon, là, je ne suis pas un spécialiste, je ne vois pas comment un MiG peut, sans se mettre lui-même en danger, couper la route, casser l'hélice, tout ça me semble un petit peu confus. Est-ce qu'ils l'ont descendu avec un missile ou pas? Tout ça, c'est pas très clair. Et je pense que là-dessus, on n'a pas toute l'information, parce que la théorie d'un avion coupant... D'autant qu'il y a un problème de vitesse, parce que le drone vole quand même nettement moins vite que le Sukhoi. Ou qu'un Sukhoi. Alors Mathieu Mabin, peut-être, ça a son idée sur la question. En tout cas, est-ce qu'on va vers une aggravation du conflit, Mathieu, et quel type d'incident pourrait advenir dans les prochains mois ou les prochaines semaines, même si évidemment on ne le souhaite pas? Bien, on l'a vu depuis le début du conflit, la Maison-Blanche, le département d'État et le Pentagone, de concert, veulent soigneusement éviter l'escalade. On le dit tous les jours. La sacro-sainte escalade qui concrètement ferait perdre l'initiative au camp occidental, c'est de ça qu'il s'agit. Garder les yeux sur le curseur de l'équilibre des forces, ne surtout jamais acculer Moscou, faire en sorte qu'il y ait toujours une porte de sortie diplomatique pour Vladimir Poutine, pour que Vladimir Poutine puisse prendre cette porte de sortie quand il le jugera opportun, et donc surtout ne pas humilier Moscou. C'est très présent, en tout cas dans les esprits des officiers d'état-major avec lesquels nous échangeons ici. Pour vous donner un exemple, vous vous souvenez du naufrage du Moskva, le fleuron de la marine russe, en mer Noire, probablement coulé avec l'aide de moyens ou en tout cas de renseignements américains. Encore eux, ce naufrage avait rétrospectivement fait débat ici à Washington et en tout cas dans les couloirs du Pentagone. Près du président, des conseillers militaires avaient jugé le coup trop spectaculaire, trop rude, non pas par empathie pour Moscou, évidemment, vous l'imaginez bien, mais en redoutant la brutalité de la réaction du leader du Kremlin face à une humiliation trop forte. Dans un autre registre, on se souvient également qu'à plusieurs reprises, au moins 2, des missiles se sont abattus sur le territoire des pays frontaliers de l'Ukraine. Il y a quelques mois, en novembre plus précisément, il avait fallu une confirmation de Washington qui avait contredit Kiev pour démentir le fait que des missiles russes avaient causé la mort de citoyens polonais. Je suis sûr que vous vous en souvenez. C'était sur le sol polonais. Il s'agissait alors vraisemblablement de missiles de la défense aérienne ukrainienne. Mais bien que ces épisodes n'arrivent pas toujours aux oreilles des médias, on peut considérer que chaque semaine, diplomates et militaires désamorcent des situations à fort risque diplomatique. C'est en substance ce que disait Gauthier tout à l'heure. Cet épisode du drone MQ-9 et de la rencontre avec ce Sukhoi 27 est effectivement intéressant. Il a effectivement généré une crispation dans toute l'administration américaine, du Pentagone au département d'État et évidemment en passant par la Maison-Blanche, mais il n'est probablement pas une exception. Merci Mathieu Mabin avec nous en direct de Washington. Je vais demander également, Gauthier. Toute petite chose, oui, ce qui est très instructif dans ce que vient de dire Mathieu, et du coup scandaleux, c'est que vous voyez que l'équilibre des forces réside dans une sorte de retenue et de considération que l'on a pour l'adversaire. Pour l'agresseur en l'occurrence. Fut-il un agresseur. Et pendant ce temps-là, effectivement, il y a Bakhmout. Il y a Bakhmout, il y a les viols, il y a les pillages, il y a les meurtres. C'est ça qui est capital dans cette affaire et c'est bien qu'on puisse avoir aujourd'hui cet aspect des choses et de le mettre en débat. Alors on sait bien que les affaires de la guerre et même de politique internationale sont rarement affaires de morale, mais là, est-ce qu'il n'y a pas effectivement quelque chose d'un peu troublant à devoir, puissance occidentale, disons, anticiper les réactions irrationnelles que pourrait avoir la Russie, qui s'est pourtant mise toute seule dans cette affaire, Ziad Imam. D'abord, je ne sais pas si c'est anticiper les réactions irrationnelles. Je pense que c'est ne pas entrer frontalement en conflit direct sur un incident, et ça, c'est assumé, c'est dit depuis le début de la guerre, y compris par les autres membres de l'OTAN. La guerre, il faut pas. On a toute la sémantique. Il ne faut pas que l'Ukraine perde. Il ne faut pas que on a utilisé toutes sortes de mots, mais on sait depuis le début que l'objectif est de ne pas rentrer en conflit direct avec la Russie, comme la Russie elle-même joue régulièrement avec l'idée de force à frappe atomique, pas frappe atomique, etc. On voit bien que ça fait partie, tout ça fait partie d'un décor diplomatique, politique, stratégique qui entoure une guerre qui se passe en Ukraine. Et il faut que la bataille, pour tous ces gens-là, il faut que la bataille reste en Ukraine. Et tout le reste, c'est un peu de la littérature. Alors effectivement, c'est tragique sur le plan moral, c'est tragique sur le plan humain, c'est une dévastation absolue, mais
on est au courant de ça depuis presque le début. Merci à vous en tout cas et merci à Mathieu Mabin. On passe à notre autre sujet. Il est l'homme à qui d'aucuns attribuent la faillite du système financier libanais, excusez du peu. Riyad Salamé, gouverneur de la banque centrale du pays depuis 30 ans maintenant, devait comparaître ce mercredi devant des magistrats européens au palais de justice de Beyrouth, soupçonné de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite. Il a fait faux bond à ces magistrats. L'audience est reportée à demain, jeudi. Mais c'est déjà un événement en soi, Serge Berberi. Vous qui êtes à Beyrouth pour France 24. Tout à fait. Le dossier est délicat, sachant qu'il met en jeu des accusations de crimes aussi importants que le détournement de fonds, le blanchiment d'argent ou l'enrichissement illicite lancé contre l'un des plus hauts responsables publics du pays. Riyad Salamé refuse de comparaître à titre de témoin devant la justice en présence des magistrats de la délégation européenne. Le gouverneur de la BDL estime que leur présence au Liban et l'instruction de dossiers financiers le concernant vont à l'encontre de la souveraineté nationale. Son avocat a d'ailleurs soumis aujourd'hui au juge d'instruction de Beyrouth un mémorandum en ce sens, mais le parquet de cassation a rapidement tranché. La justice autorise la présence des juges européens et l'interrogatoire devrait donc se tenir demain jeudi et s'étalerait sur 3 jours. Riyad Salamé et son frère Raja, qui est également poursuivi dans ce dossier, ont nié toute malversation depuis l'ouverture de ces multiples enquêtes contre eux au Liban, mais aussi en Europe. Une affaire, vous le comprendrez, qui est très médiatisée, car rappelons-le, il s'agit de Riyad Salamé, c'est 3 décennies à la tête de la BDL, 4 fois élu meilleur gouverneur de banque centrale au Moyen-Orient par le magazine britannique Euromoney. Merci Serge Berberi avec nous en direct de Beyrouth. Ziad Limam, on attend d'entendre les explications de Riyad Salamé parce que beaucoup considèrent qu'il maintient une opacité totale finalement sur la réalité aujourd'hui de l'état du système bancaire et du système financier libanais. Oui, il n'est pas tout seul. C'est ça qui est un peu gênant dans toute cette histoire. Je veux dire que Riyad Salamé réponde au juge si jamais il y va. Demain, qu'il réponde aux juges libanais, c'est déjà beaucoup, qu'il réponde à des juges européens qui mettent la pression, tant mieux, qu'il dise sa part de vérité dont depuis le début, il dit toujours la même, je ne me suis pas enrichi, c'est de l'argent que j'ai gagné, etc. Je ne suis pas responsable de la faillite du système libanais, etc. Mais Riyad Salamé, c'est aussi quelqu'un dans un mécanisme. Derrière l'affaire Salamé, c'est la faillite complète de la classe politique libanaise, c'est la faillite de l'État libanais, c'est la dévaluation de la livre libanaise de je ne sais plus combien, enfin qui vaut plus rien, c'est le fait que les fonctionnaires sont pratiquement plus payés, c'est le fait qu'on n'a plus de président de la République, c'est le fait que les réformes qui doivent mettre en place sont constamment reportées ou sabotées ou flinguées par les partis qui eux-mêmes représentent un système confessionnel qui ne veut pas se saborder. Et donc voilà, et donc on est là-dedans, on se rappelle avec certaines distances maintenant le voyage de Macron qui disait vous avez 3 semaines, je ne sais plus, vous avez 1 mois, vous avez 2 mois, et on voit bien que ça résiste et que derrière, Salamé a probablement aussi beaucoup de secrets d'État. Je veux dire, ça n'a pas dû se faire tout seul, tout ça. Donc peut-être qu'il tient les autres par la barbichette. Vous savez, c'est le jeu de la barbichette, tout le monde se tient par la barbichette. La réalité de tout ça, c'est que les Libanais, eux, et puis c'est une séquence, il y a eu l'explosion dans le port de Beyrouth qui elle-même génère une non-justice depuis le début. Donc on voit bien l'épuisement de ce pays et surtout l'épuisement de ce peuple à qui est imposée une crise économique d'une violence dont on ne mesure pas, probablement pas en France, parce que nous, on voit des Libanais expatriés, on voit ce Liban un peu opulent de l'extérieur, mais le Liban de l'intérieur, c'est un désastre. Le grief qui est fait à Riyad Salamé, ou en tout cas le soupçon, c'est celui d'une spoliation des petits épargnants au profit des plus aisés, dont on ignore combien ont pu récupérer leurs avoirs. Mais voilà, il y a ce doute finalement qui entache la réputation du gouverneur de cette banque centrale du Liban, un peu à la manière d'un Bernie Madoff finalement. Oui. Oui, bien sûr, puisqu'il y a le soupçon de menées frauduleuses. Et notamment d'avoir utilisé en gros l'épargne de la masse de la population pour rembourser
certains qui auraient pu partir, mais on est encore dans une forme de fantasme, puisqu'on ne connaît pas la réalité de cette évasion. Le problème, c'est que ce genre de manipulation peut s'effondrer le jour où il n'y a pas assez pour rémunérer les premiers quand les seconds arrivent. Oui. Bon, c'est le principe de la pyramide de Ponzi. Mais ce qui est effarant dans cette affaire, et c'est ce que disait Ziad, c'est qu'au fond, vous voyez qu'aujourd'hui, même encore la surface, pas non seulement financière, mais politique de Riyad Salamé, est telle qu'il est encore à même d'empêcher telle ou telle enquête qui permettrait d'étoffer l'accusation sur son propre rôle. C'est-à-dire, non seulement l'accusation, mais que, en fin de compte, la vérité soit connue. C'est-à-dire que ce système, et c'est là que les deux se rejoignent, c'est pas une découverte d'ailleurs. Le Liban a en quelque sorte été fondé sur une idée du libéralisme financier à tout crin, avec le confessionnalisme. Et donc le confessionnalisme n'est plus, depuis fort longtemps, une option spirituelle au Liban. Il est une orientation politique et financière. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ce que disait Ziad à l'instant est hallucinant dans la mesure où les leaders des confessions vont aller jusqu'au bout pour se payer sur la bête, alors que la bête est déjà à terre. Mais ça va continuer. Et c'est là qu'il y a quelque chose de proprement insensé qui devrait faire réfléchir, parce que les Libanais l'avaient dit plusieurs fois dans des manifestations. Il y avait cette remise en cause du confessionnalisme et l'insistance sur le fait que les accords de Taïf en 89 n'étaient pas si mauvais que ça, puisqu'ils fixaient comme objectif lointain, certes, mais objectif quand même, le démantèlement de ce système confessionnel. Sauf qu'une fois qu'on y a mis le doigt dedans, une fois qu'on est copain avec le leader de la communauté, c'est très compliqué de dire « j'oublie que tu es leader de la communauté, tu n'es qu'un individu comme moi, et je vais voir si je vote pour toi ». Ça, c'est très compliqué, ça met beaucoup de temps. Je crois que vous avez bien résumé les enjeux. Il nous reste quelques secondes, Ziad Imam. Non, et puis il y a l'évolution de la scène. Enfin, oui. Dans le confessionnalisme, il y a aussi le Hezbollah, bon, ça compte. Il y a le rôle d'Israël, voisin immédiat, dont on ne sait pas trop quelle va être sa politique extérieure, agressive, non agressive. Et puis il y a l'accord qui se dessine entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui pourrait avoir des répercussions assez directes sur la situation au Liban, mais encore une fois... Donc on ne sait pas si elle préserverait la classe politique actuelle ou si au contraire elle accentuerait sa désagrégation. Voilà. Ça va être la question. Mais ça doit venir... Vous savez, il y avait ces images magnifiques de la Révolution, de cette volonté de faire changer les choses. Et donc je pense que ça existe dans le Liban. C'est toujours là. Et que cette force-là doit peut-être ressortir pour aider à tourner une page de l'histoire. Et pour ça, peut-être qu'il faudrait que la vérité, en tout cas, éclate concernant les comptes et la situation réelle du système bancaire. Une des bases. Merci et beaucoup. Le port. Et le port, bien sûr, de l'explosion du port. Merci, Ziad Imam. Merci également à vous, Gauthier Ribinski. C'était On va plus loin. Restez avec nous. Prochain journal dans 3 minutes. Cinéma, mode, musique, les femmes marocaines sont à l'honneur cette semaine dans À l'affiche. Mariam Touzani, la réalisatrice du Bleu du Caftan, l'ambassadrice de la mode marocaine à l'étranger, Fadila El Gadi, et la rappeuse Rtek. Nous sommes à Casablanca pour vous faire découvrir 3 artistes qui font entendre leur voix dans une société encore largement dominée par les hommes. À l'affiche, à voir sur France 24 et sur France24.com.